Natacha Canapé-Fontaine est poète, autrice, actrice et artiste visuelle multidisciplinaire originaire de la communauté Innu de Pessamit sur la côte nord du Québec et habite présentement à Montréal. Elle œuvre dans les milieux de la radio, de la télévision, de la musique, du théâtre, de l'art contemporain et de la littérature au Canada. Son objectif, rapprocher les peuples et les cultures par le biais des livres, des arts, de la culture et de la pensée. Ses prises de parole depuis 2012 ont fait d'elle, au fil des années, une voix incontournable. Elle a remporté en 2017 notamment le prix Droit et Liberté décerné par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec pour sa poésie et son implication sociale. Donc Natacha, raconte-nous un peu comment était la mini Natacha Canapé, où elle a grandi, comment était ton enfance? Enfant, j'ai grandi chez mes grands-parents des deux côtés, chez les parents de ma mère, les parents de mon père, puis on habitait tous ensemble. Puis je pense qu'une année ou sur une année ou deux, on restait chez les uns, puis après on déménageait chez les autres. Mais puis fait que moi, je me rappelle vraiment avoir été très proche de mes grands-parents, très en contact. Puis mes deux grands-pères étaient des chasseurs-trappeurs, donc on mangeait vraiment beaucoup de gibier, de poissons qu'on allait pêcher nous-mêmes. Puis je mangeais pas de clams, mais on allait beaucoup au clam, ramasser des clams. Puis c'est ça, moi, c'est vraiment ces années-là. Je dirais que ces années-là, c'était jusqu'à environ, quand j'avais 5 ans, 6 ans, que j'ai vraiment habité sur la communauté, puis j'ai grandi avec mes grands-parents. Bien, c'est vraiment je dirais, les années les plus paisibles que je me souviens dans ma vie. Une belle enfance. Oui, c'est ça. Puis vers, en fait, 6 ans, mes parents, mais il y avait déjà comme une forme de pénurie de logement, je pense, sur la communauté. Puis c'est pour ça que mes parents, en fait, étaient pris à vivre chez les parents de l'un ou de l'autre. Puis à un moment donné, ils ont trouvé comme un appartement en ville, à côté, à 30 km. Puis à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'Inuits qui vivaient dans la ville. Puis, Qui était la ville de? Bécomo. Oui, excuse. Ouais, Bécomo. Puis la communauté? Pessamit. Pessamit. Je viens de Pessamit. Puis j'ai grandi donc quelques années là. Puis vers 6 ans, on déménage à Bécomo. À l'époque, il y avait juste moi puis mes parents. Puis là, mon frère est né l'année d'après. Ma mère tombe enceinte. Mon frère est né l'année d'après. Puis j'ai commencé à aller à l'école là-bas, en français. Puis en fait, ça a été des années assez difficiles parce que je pense que je me souviens pas vraiment de l'effet du changement parce que dans les années qui ont suivi, j'ai oublié j'ai oublié l'Innu. Je parlais juste Innu avant. C'est beau. J'ai fini par l'oublier, puis juste à parler en français. Puis je pense que mes parents voulaient survivre aussi en ville, donc ils se sont mis à parler en français avec moi. Donc ce que je dirais, c'est que ces années-là, ensuite, moi, j'ai vécu du racisme aussi enfant puis ado. Donc, pour moi, je me rappelle de la vie en ville, c'est vraiment beaucoup de souffrance. Parce que quelques années plus tard, mon père est parti. Puis ma mère nous a élevés seuls par la suite. Puis ça n'a pas été des années le fun non plus. Donc, c'est vraiment comme... je dirais que je viens de ça, dans le fond. Tu sais, que j'ai eu une enfance paisible, mais il y a eu comme des éléments déclencheurs qui ont fait que les années ont été plus difficiles après. Donc, je suis partie à 17 ans. Je suis retournée dans mon village, à Pessamit. Puis, je voulais vraiment comme... Je m'étais rendu compte à 16 ans que je parlais plus Innu, puis que je connaissais rien de la culture. Donc, tu avais oublié l'Innu? Oui. Okay. Puis, je savais même pas que j'avais déjà parlé l'Innu. Donc... Ouais. Puis il n'y avait pas encore... Tu sais, la génération de mes parents, c'est les enfants de ceux qui sont allés dans les pensionnats. Donc c'est pas des gens qui avaient un discours sur l'identité, sur la culture, puis ils souhaitaient peut-être comme tenter de s'intégrer dans la société, mais en même temps, c'était hostile un peu encore. Puis c'est la Côte-Nord dans les années 90, donc... Dans les années 90, il y avait encore, pour moi, à ce que je vois, une dualité comme Innu et blanc, tu sais, Innu québécois. Puis en plus, les années 90, c'est quelques années après la crise d'Oka. Donc je pense qu'il y avait encore plus quelque chose d'intense par rapport aux relations entre Innu et Québécois. Et moi, je n'étais pas consciente de ça, mais quand je regarde, quand je prends du recul, je regarde le contexte, puis je me dis, ah ouais, il était vraiment plus difficile que je l'imaginais. Je l'ai vécu difficile, mais je ne sais pas à quel point mes parents l'ont vécu, tu sais. Et ensuite, quand mon père est parti, mais ma mère a coupé les liens avec la famille, avec la communauté. Puis donc, je pense que ça a ajouté au fait que j'ai perdu la langue,
puis que j'ai aucune connaissance sur la culture. Parce qu'aussi, on me disait pas qu'il y avait une différence entre la ville puis le village, tu sais, parce que pendant longtemps, on voyageait beaucoup entre les deux, donc pour moi, j'étais toujours en contact, puis je voyais pas de différence, tu sais, entre la ville puis le village, à part les magasins, à part, tu sais, les rues, puis... mais avec le temps, plus tard, adolescente, mais j'ai compris c'était quoi, tu sais. Donc... Comment as-tu fait pour reprendre ton identité, en commençant par ta langue? Mais à 18 ans, donc 17 ans, 18 ans, j'ai essayé de survivre un peu en ville, toute seule, avec des amis. Puis finalement, je me suis dit, je pense que ce que je cherche, en fait, c'est dans la communauté. Tu sais, j'avais fait un aller-retour une fois, j'ai senti qu'il fallait que j'y retourne. Puis quelques mois après, il y a eu des événements, je savais pas comment j'allais faire, mais il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que quelqu'un m'a invitée à venir vivre chez elle à Pessamit. Puis je suis retournée. Donc je suis restée là finalement comme presque un an sans sortir de la communauté, tu sais. Dans le sens que je pouvais faire des commissions à d'autres gens qui allaient en ville, puis ils me ramenaient des trucs. Ou je vivais chez ma tante, puis on était comme 8 dans la maison. Puis il y avait tout le temps juste une personne à la fois qui avait une voiture, 2 personnes qui pouvaient aller faire les commissions pour tout le monde. Fait qu'à un moment donné, j'avais pas besoin de sortir de la ville. Donc ça a vraiment été une année où c'était... Tu sais, de réintégrer la communauté. Puis au début, on me disait « Ah ouais, t'es métisse, ah, t'es plus blanche qu'Innu, t'es pas Innu, tu sais, parce que je parlais pas Innu, puis j'avais l'air si pâle pour l'époque, tu sais, je sais pas comment dire. Puis alors que ma génération, on est beaucoup de personnes qui n'ont pas la peau brune, tu sais, mais ça a donné qu'au début, je vivais ça, mais j'en faisais pas un plat. C'est comme si je me sentais quand même bien d'être dans ma famille, de retour dans ma famille. Mon grand-père était encore en vie à l'époque. Je suis arrivée comme 2009-2010, puis il est décédé en juin 2010. Mon grand-père paternel, qui était un grand chasseur de la communauté. Puis toutes ces reconnexions-là m'ont vraiment aidée à comprendre qui je suis, tu sais. Puis justement, quand j'étais plus jeune, on me disait souvent « Ah, t'es vraiment étrange, t'es pas comme nous autres, t'es tellement gênée, on peut rien faire avec toi. » Genre des choses comme ça. Puis là, j'étais comme « Ouais, mais je le vivais mal. » Puis en même temps, je regardais les gens, puis je me reconnaissais pas en eux de la façon dont ils étaient, leur personnalité. Mais je considérais qu'on était pareils, donc je voyais pas à quel point on était différents. Maintenant, je peux le dire, tu sais, je peux me revoir comme la petite Innu qui est vraiment comme elle-même, puis les autres qui la rejettent parce qu'elle est elle-même, mais simplement parce qu'ils pensent que comme elle est différente, on peut... On peut pas s'associer. Ouais, puis au final, je pense qu'il y avait encore là un peu de discrimination. Puis moi, je me voyais pas comme Innu avec des Blancs, je me voyais comme une jeune parmi d'autres, tu sais, Puis, mais quand je suis revenue dans ma communauté, c'est là ça a vraiment fait le déclic. Puis j'ai compris. Puis en fait, tout ce dont on me reprochait d'être, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas juste moi qui était comme ça. C'était toute une culture puis un peuple qui était comme ça. Tu sais, comme un peu extravagant, qui rit beaucoup, qui fait toujours des blagues, qui est vraiment comme... qui vit le moment présent aussi, qui est timide au début, mais qui l'est beaucoup moins plus tard, tu sais. La culture Innu, j'ai été quelques fois, ils sont très timides. Ouais. Et après ça, c'est comme... Puis là, c'est comme... Oui, c'est ça, c'est comme un éclat. Puis là, c'est comme, OK, arrête de te moquer de moi, là, ça plaît. Oui, c'est fini. Ça. Puis j'ai vraiment eu du fun à revenir dans ma communauté, tu sais, ça m'a fait vraiment du bien. Puis je suis retournée aux études quand même en fin 2010. Je suis allée à Rimouski, puis je voulais faire de l'art visuel. Je faisais un peu de peinture déjà. Puis ça a vraiment été la première passion que j'ai eue pour vrai, puis le premier but dans la vie que j'ai voulu avoir. Puis donc je voulais aller aux études. Mais quand je suis revenue l'été passé, je m'étais fait des amis l'année d'avant, puis je les revoyais. Je revenais souvent à Pessamit, j'étais quasiment juste au Bas-Saint-Laurent, puis Pessamit, c'est l'autre bord. Puis il y avait un bateau qui venait quasiment direct, fait que c'était facile pour moi d'y aller, tu sais. J'y allais aux 2 semaines. Donc j'avais vraiment une forte connexion avec la communauté. Puis au final, c'est que l'année d'après, j'ai perdu 2 amies, une par suicide, puis une par homicide involontaire. Puis j'ai décidé de quitter la communauté pour faire mes études en me disant je peux pas laisser ces choses-là arriver, il faut que je fasse quelque chose. Mais la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que je savais que ces filles-là avaient des rêves, puis voulaient devenir
professeur, voulait faire ça dans la vie, voulait faire, tu sais, avait comme des passions qu'elle voulait suivre. Mais ça a été interrompu. Puis finalement, entre les 3 filles, il y avait juste moi qui restais. Et que je m'étais dit, moi, il faut que je retourne à l'école, il faut que je finisse mes études, puis il faut que soit je devienne peintre ou je sais pas quoi, mais il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je réalise mes rêves, parce qu'il y a 2 personnes que je connais qui les réaliseront jamais. T'sais. Puis j'ai été vraiment comme happée par la réalité, dans le sens que le suicide, c'est souvent un symptôme de quelque chose qui ne va pas. T'sais. Puis l'homicide involontaire, ben, c'est pas factuel, mais il y a quand même des raisons derrière. T'sais. Donc, je me suis dit, si je reviens dans la communauté, c'est parce que je veux avoir réalisé ce que j'ai voulu faire, mais pas juste moi, mais aussi comme réaliser 3 fois plus ce que je veux faire, pas pour moi, mais aussi pour les autres qui n'ont pas pu le faire. Tu leur dois un peu cette opportunité que tu as. Natacha, tu viens de toucher un sujet très personnel, profond, que je ne sais pas si tu te sens confortable de parler. Tu viens de parler de suicide et d'homicide, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment la réalité dans les communautés. Serais-tu confortable de te parler pourquoi tellement, un taux tellement si élevé, ça se produit dans les communautés? Mais en fait, justement, à ce moment-là, c'est comme j'ai été directement confrontée puis que j'en ai eu l'expérience personnelle, j'ai vécu tout un choc, en fait, parce que j'avais quand même une bonne expérience à la communauté, mais tout d'un coup, c'est ça, j'ai vécu quelque chose de dur. Et déjà, je me posais beaucoup de questions. Tu sais, pendant mes études, je m'étais dit, j'ai envie de répondre à ces questions-là, comme par exemple, pourquoi est-ce que je ne parle plus ma langue? Pourquoi on m'a pas donné la fierté de la culture? Pourquoi est-ce qu'on m'a pas donné la culture non plus? Puis je me dis, qui sommes-nous aussi au 21e siècle? Moi, je savais pas, par exemple, qu'il y avait plein d'autres communautés au Canada, au Québec, puis ailleurs en Amérique. Puis je savais pas que... Moi-même, j'ai reçu l'idée que les Autochtones n'existaient plus. Tu sais, à quel point mes cours d'histoire ont vraiment été erronés, tu sais, au secondaire. Puis j'ai voulu vraiment chercher là-dedans. Puis j'ai eu des bons profs à l'école, justement, pour m'aider à faire des recherches. Puis ces profs-là m'ont amené vers l'art contemporain autochtone, ce qui est assez étonnant quand même, je trouve, pour l'époque, tu sais. Mais c'est ça, j'ai voulu comme répondre puis parler de ces réalités-là par la suite à mes collègues, à ceux avec qui j'étudiais. Puis finalement, ça a donné que je suis rentrée dans le milieu artistique et j'ai commencé à parler de ça, tu sais. Puis avec le temps, j'ai comme réussi à comprendre d'où vient fondamentalement ces symptômes-là puis ces résultats-là dans les communautés. Dans le fond, ça commence par le fait qu'en 1876, pour mieux contrôler les populations autochtones, le Canada a créé la loi sur les Indiens, qui est à la base complètement raciste et discriminatoire. Puis au départ, c'était vraiment pour faire en sorte de créer des réserves et d'empêcher les Autochtones, l'ensemble des Autochtones, surtout nomades, parcourent le territoire pour pouvoir mieux aller exploiter les ressources naturelles pour enrichir le pays et construire donc le Canada tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce que ça donne, c'est que dans les réserves, ce sont des bouts de territoire qui ont été légués par la couronne britannique. Et dans ces réserves-là, il y a les communautés, les villages. Et pendant longtemps, donc, on a appelé les villages même des réserves, comme des trucs assez fermés. Mais pendant une époque, pour vrai, il fallait avoir un papier du gouvernement signé par un agent du gouvernement pour pouvoir sortir de la communauté. Et juste pour soi, aller faire, je sais pas, des emplettes ou aller dans un autre village autochtone, il fallait vraiment on était vraiment contrôlés à une certaine époque. Les rites traditionnels puis tous les mouvements culturels ont été interdits pendant un certain nombre d'années, donc interdits de pratique. Et ensuite, il y a eu la création des pensionnats, qui étaient des écoles où on allait chercher les enfants dans les villages, on les amenait à l'intérieur de ça, et ce qu'on voulait faire, c'était de les transformer en petits Canadiens blancs. Donc, au point où il y a eu beaucoup d'abus au sein de ces écoles-là, des abus psychologiques, des abus physiques et des abus sexuels. Et en fait, c'était vraiment clair et écrit noir sur blanc qu'on voulait tuer l'Indien dans l'enfant. Donc, leur idée, c'était, en se disant, on prend tous les enfants, on les kidnappe. À chaque année, il y avait comme des bus qui débarquaient
dans les communautés qui prenaient les enfants et les arrachaient à leur famille. Puis si les parents voulaient comme réagir ou empêcher l'enfant de partir, soit ils étaient mis en prison, soit on leur enlevait leur maison, soit en tout cas on les menaçait. Puis si jamais ils tentaient de s'insurger, mais ils étaient jetés directement en prison. Et donc ça a été des années assez difficiles. Dans le Canada anglophone, ça a duré beaucoup plus longtemps. L'époque des pensionnats, ça s'étend même sur 3 générations d'enfants qui s'y sont rendus. Au Québec, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ça s'étend rien sur une génération, puis peut-être 2, dépendamment des situations, je pense. Mais ça a été une époque extrêmement difficile et en plus, les communautés étaient gardées dans un état de pauvreté et de misère par le gouvernement fédéral. Et donc, il y a eu toute cette aliénation-là qui est embarquée parce qu'on a fait croire après à tout le monde, aux Autochtones, qu'ils étaient bons à rien, que s'ils sortaient de la communauté, ils voulaient aller aux études, il fallait qu'ils s'émancipent de leur statut autochtone, donc qu'il fallait qu'ils abandonnent leur identité autochtone et d'être reconnus comme autochtones, comme Innu, Anishinaabe, etc. Donc, il y a des gens qui ont fait ce choix-là de s'émanciper pour aller chercher des études supérieures, mais ils ne pouvaient jamais retourner dans leur communauté et devaient comme prétendre qu'ils étaient des Blancs tout le restant de leur vie, t'sais. Puis justement, dans les pensionnats, on a tenté aussi de blanchir les enfants en les lavant avec de l'eau de Javel. On leur a fait manger toutes sortes de choses, sauf de la nourriture. Puis même aujourd'hui, on sait qu'il y a eu comme des expérimentations de médicaments dans certaines écoles. Puis il y a eu de la part des prêtres et des religieuses beaucoup d'abus sexuels sur les enfants. Et donc, ça donne qu'aujourd'hui, on imagine le résultat de toute cette époque-là vraiment très violente, qui fait que des générations après, ces enfants-là, qui ont eu des enfants plus tard, n'ont jamais su être des parents. Et donc, ces enfants-là qui n'ont pas eu de parents, qui deviennent des parents aussi, ne savent pas comment être des parents envers leurs enfants. Donc, ça a créé une rupture chez les individus qui semble irréparable. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, si on retourne à nos traditions, à nos langues, puis à comment est-ce que notre philosophie, en fait, était une vision holistique et était basée sur le bien-être de chaque individu pour le bien-être de la communauté, si on retourne à ces récits-là, mais si on retourne à ces principes-là, on peut aller chercher une certaine guérison à quelque part. Mais à ce qu'on dit aussi scientifiquement, certaines études l'ont dit, c'est qu'un trauma collectif aussi profond peut aller jusqu'à atteindre et marquer l'ADN des individus. Et un trauma comme celui-là ne peut s'effacer qu'environ après 5 ou 7 générations. Mais ce que je pense, c'est que si on travaille tout de suite à comprendre quelles sont les conséquences de la loi sur les Indiens, la création des réserves et des pensionnats et de tout ce qui a suivi après, si on arrive à les comprendre puis à aller chercher les outils philosophiques, intellectuels, culturels, etc., on va débuter une forme de guérison. Puis s'il y a déjà un début de guérison, on prévient déjà les conséquences du trauma sur les prochaines générations. Et donc, ce que j'ai compris, c'est qu'on a vraiment un énorme héritage qui est malheureux, mais une fois je suis tombée sur la définition de la résilience et ça disait être capable de créer du positif avec le négatif. Et je pense qu'on a cette capacité-là parce que nos ancêtres ont été des gens qui ont passé au travers de toutes les tempêtes de chaque millénaire. Et je me dis, on a aussi cette incroyable force-là d'outrepasser les tempêtes et même toutes les formes de rupture. T'sais. Est-ce qu'on est capable de se relever d'une cassure aussi
aussi profonde, moi, je crois que oui encore. Parce que nos ancêtres ont survécu pendant vraiment longtemps et ils ont déjà, comment je dirais, approfondi le sens de l'être humain au sein de son environnement, en connexion avec son environnement et qui comprend sa place dans le monde. Et donc, je pense que déjà cet héritage philosophique-là va nous aider à un jour, je sais pas comment dire, à arrêter que les cycles de violence et continuent et soient reproduits. Mais ça prend aussi toute une volonté collective et je pense qu'en ce moment, c'est la lutte à mener. On est vraiment dans la lutte maintenant, plus que jamais. On en parlait il y a quelques années. Puis, écoute, quand tu as dit le mot résilience, c'est le premier mot que... Quand tu m'as parlé de ton cheminement, fait, de tes amis qui ont décédé, moi, je trouve que c'est ce que tu as fait. Le négatif, tu te dis, écoute, je le dois à quelqu'un, je tiens à te féliciter. C'est super beau ce que tu as, tu sais, avec la drive que tu as eue. Veux-tu nous parler un peu de l'art? Comment tu as commencé dans les arts? Tu es multidisciplinaire. Je pense que c'est une voie de guérison pour toi. Souvent, les gens, on dirait, quand ils me parlent de soit le multidisciplinaire ou l'interdisciplinaire, quand on me parle de mon identité en tant qu'artiste multidisciplinaire, c'est comme si les gens étaient surpris qu'une personne soit capable de faire autant de choses. Mais souvent, je réponds, oui, mais moi, je descends de nomades. Ma lignée, c'est des nomades, c'est des chasseurs-trappeurs, c'est des gens qui faisaient tout ça pour survivre au quotidien. Donc, qu'est-ce que je fais en ce moment? C'est de survivre au quotidien. Survivre dans un sens intellectuel, conceptuel, et de survivre dans une société qui a voulu que je m'efface et qui a voulu que je me taise et qui a voulu que je n'existais pas. Et donc, mon but, c'est pas d'avoir accès à tous les domaines, à toutes les tribunes, c'est vraiment juste de créer quoi qui... Et moi, je suis quelqu'un de très, très curieuse aussi, puis j'ai envie de vivre différentes expériences. Si j'ai des opportunités qui me semblent assez nourrissantes et enrichissantes, je vais aller dedans. Moi, je suis quelqu'un qui aime les expériences, les différentes expériences, parce que je sais que ça me nourrit. Et si je connais, par exemple, ce chemin-là, puis si je vais dans ce chemin-là, puis je le connais aussi, mais ça va juste me donner une vision beaucoup plus globale de qu'est-ce qu'il y a autour de moi, ou de quelle est l'identité de la société dans laquelle je me trouve. Et aussi parce que les différents médiums d'expression sont aussi différents langages. Et c'est comme parler plusieurs langues. S'il y a des gens qui sont moins intéressés à parler plusieurs langues, ou sont moins capables, malheureusement, mais il y a d'autres personnes qui sont capables. Puis je pense que je fais partie de ces gens-là qui aiment explorer différents langages et un jour peut-être arriver à les maîtriser. C'est par passion au final. Et comme je disais, j'ai commencé par la peinture et l'art visuel, puis j'ai toujours fait de l'abstrait. J'ai souvent essayé le figuratif, et moi, je suis comme quelqu'un d'ultra perfectionniste, donc j'ai pas de patience avec ça. Si je réussis pas ma fleur, je vais être fâchée longtemps. Ouais, c'est ça. Mais dans l'abstrait, en fait, j'ai commencé avec ça à l'école. Et dépendamment de ce que je faisais, finalement, je voyais des choses, dans des formes se faire. Et souvent, je me disais, on dirait tel truc dans le territoire ou telle chose dans le territoire. Ah, on dirait une carte topographique que j'ai faite sans le savoir. Tu sais, c'est comme, je me suis dit, à un moment donné, est-ce que c'est genre ma mémoire qui me parle, puis je le sais pas. Et j'ai approfondi ça. Et en fait, c'est ce que je crois encore, c'est que dans l'abstrait, je peux comme avoir un dialogue avec ma mémoire génétique et voyager au travers de l'art abstrait. Et ensuite, justement, je suis tombée sur un livre de Joséphine Bacon, Bâton à message, qui était son premier recueil de poésie. Et moi, je me questionnais si j'étais en train de retourner dans le territoire ancestral avec les Inuits, avec mes ancêtres, au travers de mes peintures. Tu sais, j'explorais un peu cette idée-là avec les couleurs et tout ça. Puis là, je tombe sur ce livre-là qui répond à tous mes questionnements sur les ancêtres, sur leur cheminement, le nomadisme. Et je me suis mis à écrire de la poésie à cause de ce livre-là, tu sais. Et ensuite,
j'ai rencontré l'éditeur de Joséphine qui m'a publié l'année d'après. Puis finalement, moi, je pensais que ça allait être... Mon premier recueil de poésie, ça allait être un livre qui allait tomber comme... qui était dans l'ombre, tu sais, que personne n'allait se rendre compte que j'avais écrit un livre une fois dans ma vie. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais non, un mois plus tard, ça a été réimprimé puis ça a été mis dans tous les curriculums d'école. J'étais comme, ben voyons donc! Et finalement, ça m'a amené à faire des conférences puis à voyager pour rencontrer des classes, donner des ateliers. Puis j'avais commencé le slam aussi. Puis quand je venais faire des tours à Montréal, dans le slam, je parlais plus de mon expérience dans la communauté ou ce que je voyais pour l'ensemble des peuples. Puis c'est ça, je parlais de ma propre expérience, mais de façon plus politique, sociopolitique. Et ça aussi, le slam m'a amené sur différentes scènes au Québec, et à Rimouski, puis à Montréal. J'avais été invitée ailleurs, puis j'y avais été. Donc, c'était comme 2012-2013. Et en 2013, j'ai déménagé à Montréal. Et c'est là que j'ai vraiment commencé ma vie de travailleur autonome, où je me suis mis de Montréal à avoir plusieurs contrats, puis à voyager aussi dans différentes parties du Québec pour parler de tout ça, tu sais. C'est sûr qu'à l'époque, je connaissais pas encore beaucoup de choses, mais ce que je faisais, c'est de parler de mon expérience, mon parcours personnel, puis de simplement dire que je me posais des questions. Puis plus ça avançait, il y avait I Don't Know More qui venait de commencer, puis on m'a invité à slammer dans les manifs. Fait que tout ça commençait comme à devenir fait boule de neige. Interrelié, oui, c'est ça. Puis finalement, justement, l'un nourrissait l'autre finalement. Et ce que je tentais de faire, justement, c'est d'en apprendre plus autant sur ma culture à moi que sur les autres peuples, parce que je savais rien. L'école où j'ai été ne m'a rien donné de tout ça. Donc, j'ai appris vraiment beaucoup sur le tas. Mais des années plus tard, en fait, en écrivant d'autres livres, j'ai été amenée à m'exprimer sur différents panels, dans différentes conversations, puis des fois de façon sur des questions politiques, tu sais, puis de donner mon point de vue là-dessus. Et finalement, ça a donné, à force de voyager puis faire les salons du livre aussi, ça a donné ce que... Tu sais, j'ai eu beaucoup d'opportunités, je les ai prises, j'ai fait l'expérience de environ... peut-être pas tous les milieux, mais je suis allée voir partout, tu sais, j'étais curieuse. Puis c'est ça, fait que je suis devenue finalement, à un moment donné, j'ai décidé de prendre ce rôle-là, de l'assumer, d'être poète, pour reconnecter aussi avec la vision holistique de mes ancêtres, de nos ancêtres, mais aussi d'être capable de le verbaliser, de le théoriser, puis de l'apporter aux gens, tu sais, de cesser... de laisser les ethnologues, les anthropologues tenter d'expliquer c'est quoi notre vision. Tu sais, pour une fois, il faut que ça soit expliqué par les Autochtones eux-mêmes. C'est quoi la vision holistique, la vision des ancêtres, la vision de la relation au territoire, tu sais. Puis je veux, encore aujourd'hui, je veux prendre cette place-là. Puis en tant que poète, donc, je veux être comme celle qui observe, tu sais, qui observe les relations entre les éléments, entre les individus, entre les sociétés, entre les cultures. Et depuis quelques années, j'ai fait le choix d'assumer ce rôle-là parce que j'ai l'impression que toute ma vie m'a menée vers là. Et je me dis, je pense que c'est la chose que je sais mieux le faire, mais pas juste ça, mais juste parce que j'ai l'impression qu'on m'a amenée à devenir ça. Et je tente par tous les moyens de prendre soin de ça, de bien l'entretenir et de prendre soin de moi beaucoup aussi pour être capable de mieux livrer à chaque fois. Ouais, super important. Ben, en fait, tu le fais super bien. Musique, poésie, écrivaine, comédienne. Y a-tu un de ces quatre, peut-être qu'il y en a plus, mais y en a-tu une de ces formes d'art que tu préfères le... Là, je viens de recommencer à peindre, là, puis je me dis, ça, c'est vraiment mon premier amour, là. Je suis dans ma tête, puis je suis dans les couleurs, puis il y a des choses qui sortent. Je laisse reposer un tableau pendant une semaine, je reviens, je suis comme, ah, c'est ça, finalement, c'est pas ça que je voyais au début, mais... Fait que ça m'aide aussi à avoir une autre relation au temps, alors que habituellement, dans tout le reste, on rentre dans des industries quand même dans la société, puis c'est quand même des choses qui vont les unes après les autres, ou quand tu as un rendement à faire, il faut que t'embrayes, comme on dit. Mais la peinture, on dirait que j'ai pas le choix de prendre le temps, mais ça me remet dans mes réflexions. Et c'est ça qui me fait écrire, au final. T'sais. Puis j'ai pas peint pendant 10 ans. Quand même.
Puis là, je reprends, puis je me dis, mon Dieu, je sais pas comment j'ai fait pour vivre ça, tu sais. Puis, mais là, je prépare 2 livres. Un essai en philosophie, notamment la philosophie Innu, mais comment est-ce que ça me donne ma propre philosophie avec le territoire, puis dans quel sens, moi, en tant qu'Innu qui voyage ailleurs dans le monde, ça me donne un sens aussi à ma façon de voir les choses quand je voyage. Et un roman de fiction. Ah oui? Ouais. Ça parle de quoi, le roman de fiction? C'est l'histoire. Il était une fois. Il était une fois. C'est une jeune femme Innu qui arrive de la Côte-Nord, qui arrive en ville, puis c'est ça, elle apprend c'est quoi, tu sais, comme... Mais elle a quand même vécu un peu en ville, mais dans des petites villes, justement. C'est un peu comme mon histoire à moi, mais je la mets comme dans... Je mets mon expérience un peu juste parce que c'est ce que je connais le mieux. Puis pour un premier roman, ça va m'aider à bien partir. Mais elle rencontre une personne, un artiste à Montréal, qui est en fait quelqu'un qui est ultra toxique, qui est dans la consommation de drogue et alcool, puis elle tombe dans ses jeux, elle tombe dans... Puis ça dure pas très longtemps, mais elle se rencontre plus tard. Puis c'est drôle parce que c'était... Tu sais, ça fait 3 ans que je travaille sur ce livre-là, mais c'est aussi, ça vient d'une expérience personnelle. Mais elle se rend compte que cet homme-là, en fait, c'est un prédateur sexuel dans les communautés. Puis c'est un artiste en plus, donc il voyage beaucoup, donc il fait quand même beaucoup de victimes, dès qu'on lui donne un peu de... si on le fait consommer un peu. Puis là, elle vit tout un choc de ça. Puis finalement, elle a déjà des traumas, mais elle avait comme... était pas dedans, mais cette relation-là réveille ces traumas. Fait qu'elle essaye comme pas de s'en aller de la ville, mais de partir en voyage. Elle s'en va à Vancouver. Elle s'en va, j'ai pensé comme au Mexique, puis elle parcourt le territoire, puis elle découvre aussi, avec son identité autochtone, c'est quoi être sur le territoire nord-américain. Mais à Vancouver, elle rencontre un peintre. Tu sais, elle avait l'impression, par exemple, qu'au Québec, les hommes autochtones n'étaient pas aussi... Elle avait peur qu'ils soient tous un peu dans cet état-là, tu sais, un peu dans les patterns ou dans la blessure. Donc, c'était dur de vouloir... On a tendance à vouloir comme les sauver. Tu sais, c'est son expérience personnelle, mettons, là, sa vision. Elle va à Vancouver, elle rencontre un peintre qui est super comme... je sais pas comment dire, healthy, je sais pas comment dire... Il vit dans sa spiritualité. Oui, c'est ça. Puis c'est quelqu'un qui est fort, qui est construit, qui connaît son identité, solide, qui en est fier, puis qui crée avec ça. Puis pour elle, c'est comme aussi un immense choc parce qu'elle s'est dit « Ah, ça existe des hommes de même ou ça existe des autochtones comme ça qui ont fait tellement de chemin. » Puis finalement, il tombe amoureux, mais finalement, elle rapporte ses traumas de son ancienne relation dans cette relation-là. Et lui, il essaye comme de comprendre ça. Puis elle, en fait, elle devient comme ultra possessive, jalouse, mais c'est juste ses peurs, ses insécurités. Fait que j'essaie de faire comprendre aussi... J'ai envie de faire comme... J'avais envie de plonger dans nos relations, puis de suivre un peu Leanne Betasamosake-Simpson qui parlait déjà de la blessure coloniale quand on est en relation amoureuse ou plus ou moins en relation avec quelqu'un qui est aussi issu d'un peuple colonisé. On a souvent tendance à reproduire les violences coloniales, même si on s'aime vraiment beaucoup, tu sais. Donc c'est comme... L'héritage colonial du pays nous amène, nous brise ou nous rend... Je sais pas comment dire, rend jusqu'à nos relations amoureuses dysfonctionnelles, même si on le veut pas, puis même si on n'est pas dans... C'est ça. Même si on n'est pas dans ces réflexes-là, je sais pas comment dire, mais... Donc j'avais envie comme de suivre un peu ce récit-là, d'aller dans quelque chose de je veux pas dire ça, mais d'ultra moderne aussi, d'être ancré dans la réalité, dans la société, puis d'aller justement ça d'un milieu à un autre, puis d'aller comme en art contemporain. Donc mon personnage aussi finit par voyager au Mexique et comprend qu'il y a comme toute l'histoire du continent. Tu sais, elle vit avec l'histoire coloniale, mais quand elle va au Mexique, elle se rend compte que l'histoire du continent est beaucoup plus vieux et donc voudrait, je sais pas comment dire, approfondir sa connaissance de l'histoire autochtone de l'Amérique. Moi, en connaissant, je serais pas surpris d'ici quelques années, ça se retrouverait dans le grand écran. J'avoue, mais je suis dans un premier scénario de long métrage, j'adapte le roman de quelqu'un d'autre, mais je me suis dit peut-être que soit c'est quelqu'un qui réalise ou c'est moi qui vais le faire. Écoute, on parle de voyage. Je sais que tu as voyagé beaucoup.
Y a-tu un pays, une tradition, une communauté, un voyage qui t'a marqué? C'est pas tout le monde qui, des fois, a un privilège de voyager. L'art t'emmène à voyager. Y a-tu quelque chose en particulier qui t'a marqué durant tous ces voyages? Je dirais que le Mexique et le Groenland arrivent à ex aequo. Dans le sens que le Groenland m'a marqué déjà parce que t'es ni en Amérique ni en Europe. Fait que t'es pas dans la relation coloniale avec les gens. Quand t'es consciente que t'es autochtone puis que tu vis dans cette colonialité-là, t'arrives là-bas, t'es pas dans ça. T'sais, oui, il y a des débats sur la présence des Danois, la mainmise, l'emprise un peu peut-être du Royaume du Danemark sur le Groenland, le fait que le Groenland appartienne encore au Danemark, mais ils ont un gouvernement autonome et ils discutent déjà d'indépendance du Groenland. C'est un rêve, tu sais. Mais c'est pas juste un rêve, ce serait aussi une possibilité d'ici une dizaine d'années peut-être, tu sais. Et c'est inspirant parce que justement, comme ils sont déjà autonomes, ils ont déjà certains services qui leur appartiennent, qui sont modelés à leur façon de penser, à leur propre fonctionnement. Donc, pour moi, ça devient comme un lieu d'observation, mais aussi pour sentir que tu es dans un pays autochtone et tu es entouré que d'Autochtones. La première langue est autochtone, donc c'est déjà pour moi comme une espèce de « Ah, je peux trouver la paix ici », tu sais. Mais au Mexique, ce que j'ai compris, c'est quand j'ai été dans les pyramides j'ai tendance à le dire en Innu, là. Teotihuacan. Puis Teotihuacan. Oui. Teotihuacan. C'est juste moi qui le lis de même. Mais quand tu vas là-bas, là, c'est comme... Y a pas, le temps est suspendu, puis même si t'as plein de touristes à faire de même, t'es comme quand même... Moi, quand je suis arrivée devant la pyramide de la Lune, par exemple, il y a eu une tornade de sable, puis il y avait rien, là, il faisait beau, là, puis il y a eu de l'orage qui a tonné, genre, au loin, mais assez fort pour qu'on l'entende. Fait que moi, il était arrivé deux affaires en même temps. Quand je suis arrivée devant cette pyramide-là, là, je suis comme, OK, là, je suis comme... Qu'est-ce qui se passe devant mes yeux? Non, c'est vraiment comme je sens, OK, il y a comme une coupure dans le temps, puis les esprits arrivent, puis au même moment, il y avait plein d'enfants qui jouaient avec un petit truc qui faisait sonner comme le jaguar, puis que c'était comme genre une espèce d'amalgame de plein d'affaires. Puis j'étais vraiment comme impressionnée, puis j'ai eu l'impression de sentir que les traditions allaient vraiment revenir de plus en plus d'ici les prochaines années. Donc c'est comme si on m'avait donné comme un feeling. En plus, Tenochtitlan, c'était la capitale, c'était la grande cité autochtone des Amériques. À ce que j'ai entendu par la tradition orale, c'est que tout le monde connaissait l'existence de cette cité-là. Et beaucoup de gens du Nord étaient capables de s'y rendre juste par le Mississippi, par exemple, et donc avaient connaissance de la présence de cette ville-là. Donc, les gens s'y rendaient pour faire du commerce, puis ils revenaient dans les territoires. Donc, c'est comme... Les gens se connaissaient entre eux déjà, là. Puis, j'ai fait aussi une cérémonie du peyote. Peyote? Dans la vallée de Bravo, comme plus loin que Toluca, avec des Otomis. Et là-bas, les visions qu'on m'a données, c'est vraiment comme... ultra ancien. Et ça m'a fait revenir dans mon territoire ancestral, une partie du territoire où je ne suis jamais allée. Et normalement, cette année, je devrais être capable d'y aller, tu sais. Donc, c'est comme pour moi, même si le temps passe, ça fait 3 ans que j'ai eu cette expérience-là, c'est comme si les ancêtres, eux, ne calculent pas le temps nécessairement et qu'on va finir par arriver là où on doit arriver, tu sais. Écoute, là, on est dans un temps où on parle beaucoup de racisme systémique, on parle beaucoup d'un mouvement, un grand mouvement on vit en plus avec le COVID. Quelle est ton opinion sur ce qui se passe avec les mouvements, le mouvement féministe qui est très, très à fleur de peau, avec le mouvement du racisme, avec le Black Lives Matter? Est-ce que tu vois quelque chose qui se tient debout avec... Mais moi, je lis la pandémie comme un moment de reset. C'est comme la nature est en train de... ça a été un effort énorme
d'empêcher l'humanité de continuer ce qu'elle fait. Et en 2 mois, il a eu le temps de se régénérer. Parce que maintenant, par exemple, j'ai l'impression que l'air, les arbres, les animaux sont plus paisibles que si on avait continué dans ce rythme-là. T'sais. Et en plus, en pandémie, ça laisse le temps à beaucoup de gens de monter dans les rues. Et là, il y a eu ces moments-là qui sont arrivés avec George Floyd qui sont devenus soudainement inacceptables. Mais si tout le monde avait été encore au travail, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile à créer une mobilisation. Donc, j'ai l'impression que tout ça est interrelié et qu'en fait, on fait que suivre ce que la pandémie nous donne de faire, tu sais. Comme par exemple les dénonciations par rapport à certains abuseurs qui sont présents dans les milieux de la musique, des arts, du théâtre, littéraire, etc. Je ne sais pas si dans une année normale, on aurait eu le temps de faire ça ou on aurait été capable de prendre ça. T'sais, alors que là, on a le temps de se reposer après, on a le temps de se préparer à préparer la suite. On a le temps de tout faire en ce moment, même si les choses reprennent de plus en plus. Mais c'est comme genre, c'est le temps de faire le ménage. T'sais. Moi-même, je me suis dit, la pandémie, c'est ça que ça me dit, mais je vais faire du ménage dans ma vie. Ouais. Je vais comme mettre des choses en place, les replacer dans leur ordre ou enlever des choses qui ne me servaient plus. Et beaucoup ont dû faire ça aussi, même s'ils ne l'ont pas voulu. Donc, on est quand même vraiment dans un temps où la nature elle-même nous appelle à recommencer, soit recommencer à zéro ou à fermer des cycles, à en commencer des nouveaux, mais surtout se laisser la chance de se reprendre. T'sais. Un peu ce que disait le calendrier Maya en 2012. Genre. Fin d'une nouvelle ère, on recommence. Exact. Moi, je vois plus comme on est en pleine transition. Et tout ce qui arrive en ce moment, ce sont des mouvements normaux de la transition. Et une transition peut prendre de 10, 15 à 20 ans. À chaque 5 ans, il se passe quelque chose. T'sais. Mais on est en transition, on est en train d'aller vers le monde nouveau. Puis justement, c'est supposé être un monde où les violences sont de plus en plus... ne sont plus tolérées. Et on est en train de mettre des nouvelles règles pour protéger les femmes. Et les femmes prennent plus d'emphase, prennent plus de pouvoir, mais pas dans un sens négatif, mais dans un sens positif. Et aussi, pour les Autochtones, ça a été un moment j'imagine, je sais pas comment dire, la pandémie nous a permis de voir quelles sont nos vraies capacités pour protéger nos communautés et on a fait beaucoup mieux que les gouvernements. Donc, c'est comme si je pense que ça nous donne vraiment un step de plus sur qu'est-ce qu'on est vraiment capable de faire par nous-mêmes. Voici la preuve. On a eu besoin de personne. Et si on allait de l'avant avec ça? Nat, vite comme ça, y a-tu des projets à futur, bientôt? Là, je suis en tournée avec mon show de musique, poésie et chanson. Qui s'intitule? Nuit Moudane. Ça veut dire je veux marcher, dans le sens je veux marcher avec les ancêtres. Exposition de peinture d'ici l'année prochaine, donc je continue à peindre. Puis le scénario au Groenland, c'est un film qui se passe au Groenland, donc je vais retourner au Groenland. Donc t'arrêtes pas, on continue. Ouais. Puis le roman et l'essai, fait que c'est tout ce que j'ai pour le moment. Natacha Canapé, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Tout ce qu'il y a de mieux pour tes projets, puis c'est sûr qu'on va se recroiser très bientôt. À bientôt. À bientôt. Il y a 10 000 ans, nous étions les mêmes. Nous empruntions la route de l'eau. Le bateau est grand pour l'amour, je ne te dis pas. Et les vagues annoncent les croisières où tu gouvernes mon corps. Qui a dit que le naufrage n'appartenait qu'aux marins?